Bonjour à tous, bienvenue dans TaxTech, une série de podcasts en 3 parties de l'Arci Intersentia, l'expert reconnu en matière de contenus juridiques et fiscaux. Dans cette série, nous examinons de plus près l'impact de l'IA dans le secteur fiscal. Je suis Émilie Arny et j'ai le plaisir d'accueillir 3 invités. Laurence Declercq, avocate chez LexLitis, spécialisée dans le droit fiscal des entreprises et des personnes physiques. Yves Bernard, conseiller fiscal agréé, spécialisé en TVA avec une grande expérience en matière de TVA au niveau européen. Et également Jérôme Noël, avocat chez Tetra Law, spécialisé en droit fiscal des entreprises et des personnes physiques. Merci à vous trois pour Bonjour. votre présence. Bonjour. Alors, dans ce premier épisode, nous explorons ce que le futur réserve au secteur de la fiscalité, aux personnes travaillant dans ce domaine. De nos jours, les experts comptables se trouvent face à de nombreuses questions à ce sujet. Comment anticiper, s'adapter aux avancées technologiques telles que l'intelligence artificielle? Quel sera l'impact de l'IA sur le contenu du travail? Quel sera son impact sur le rôle des professionnels de la fiscalité? Et quelles perspectives pour la sécurité de l'emploi? Examinons cela de plus près, mais avant cela, j'ai quelques questions. Tout d'abord, une question pour vous, Yves Bernard. L'IA est-elle une alliée ou plutôt une rivale du secteur fiscal? Alors, c'est une question extrêmement intéressante et qui mérite quelques petites précisions d'emblée. Je dirais une alliée, j'en parlais tout à l'heure, très probablement. Hmm. Une rivale, peut-être dans certains cas, mais moi je rajouterais une autre dimension, une ennemie. Ça pourrait également être une ennemie, et je vais expliquer tout de suite pourquoi. D'abord, quand on parle d'intelligence artificielle et d'outils qu'on peut faire dans des cabinets, par exemple, qui font de la fiscalité ou du droit, ben, il faut savoir de quoi on parle. Est-ce que c'est on va utiliser de l'intelligence artificielle qui est disponible au grand public, hein, dans lequel on va retrouver des acteurs mondiaux comme ChatGPT ou Perplexity, hein, ou est-ce qu'on va travailler sur des outils tout à fait spécifiques qui sont alimentés que sur base de données sélectionnées, tels que par exemple l'outil Genial dans TaxWin, qui est basé sur du contenu sélectionné. Et donc ça fait déjà une première différence, je dirais, au sein des cabinets. Donc ça veut dire que si pour moi on veut utiliser de l'intelligence artificielle, le plus important c'est de savoir que ce qu'on y a mis. Et pour ça, si je prends ChatGPT, ChatGPT, c'est un outil universel, global. Il va aller prendre des données partout. Euh, une base de données dédiée à la fiscalité comme TaxWin, on a des données sélectionnées, des jurisprudences, des doctrines, de la législation. Ça permet déjà d'avoir un outil, puisque c'est quoi l'intelligence artificielle? C'est du machine learning. La réponse va dépendre de ce qu'on y a mis auparavant. Donc, je vais dire la première chose qu'il faudrait dire, c'est un allié dans la mesure où on va utiliser un outil approprié qui était bien alimenté au niveau du contenu, qui va permettre de faire des croisements. Et pour ça, il faut investir. Et donc, c'est un outil qui sera au contraire des outils comme ChatGPT ou Perplexity dans leur version gratuite, hein, évidemment. Ce seront des outils qui vont demander un investissement aux différents cabinets. Maintenant, donc, allier sûrement, dès lors qu'on dispose d'un outil comme ça va permettre, c'est la vitesse en fait. C'est la vitesse absolument extraordinaire, hein. La recherche verticale, horizontale, et d'avoir tout de suite le résultat. C'est un outil de recherche fantastique à partir du moment où on a une alimentation des sources fiables. Par contre, si au bout du compte, au bout de la chaîne, le résultat n'est pas vérifié par quelqu'un qui est capable de challenger ou qui est capable de rivaliser avec la machine, eh bien là, ça peut très bien avoir un outil qui devient un ennemi du cabinet, puisque s'il n'y a plus personne en amont et en aval qui est capable de vérifier, de challenger la machine, eh bien, on va simplement se fier au résultat, ce qu'il ne faut jamais faire. Donc, la première chose que je dirais, c'est un allié, mais ce n'est pas un allié fiable à 100%. Très bien. Voilà. Et pour vous, Madame Declercq? Ouais, c'est exactement ce que je pense. C'est que moi, je le vois comme une source complémentaire des sources, en fait, dont les juristes disposent de manière générale. Et cette source, d'abord,
il faut s'assurer de sa fiabilité, et ensuite, il faut s'assurer de la fiabilité du résultat qu'elle donne. Et à partir du moment où effectivement, elle va nous permettre, finalement d'avoir accès à plus de contenu, que les contenus que l'on aurait pu trouver par un schéma plus traditionnel, je dirais, ou plus classique, eh bien, ça va permettre effectivement d'évoluer, mais avec, cette nécessité de vérifier de manière très stricte, les contenus, et d'autant plus à partir du moment où, le contenu est travaillé. Tant que c'est un contenu, qui a une source officielle, ça doit poser moins de difficultés. Une fois que ce contenu officiel est retravaillé par l'intelligence artificielle, il faut se poser la question de savoir si on a tenu compte de l'ensemble des composantes nécessaires pour arriver au résultat qui a été, fourni. Oui, moi je pense, dans le monde dans lequel on vit, il faut se méfier autant de ses alliés que de ses ennemis et que de ses rivaux. Je crois que l'intelligence artificielle elle répond aux trois composantes. C'est à la fois un allié, mais ça dépend comment on s'en sert et ça dépend de nouveau de quelle intelligence artificielle on parle. Est-ce qu'on veut faire des recherches? Est-ce qu'on veut modifier un contenu qui a été rédigé déjà de nos mains pour le rendre plus intelligible, pour le rendre plus synthétique? Ça, ce sont des choses pour lesquelles l'intelligence artificielle peut déjà fonctionner correctement. Heu, Après, si on veut aller plus loin dans la génération de documents, d'avis, et cetera, là, vu l'état de la technologie pour le moment, je pense qu'il y a plus de risques, et que l'intelligence artificielle représente plutôt un ennemi, dans le sens où il faut pouvoir vérifier, à la sortie le résultat que l'on obtient. Et par contre, est-ce que c'est un rival? Ça, je pense que ceux qui ne l'utilisent pas vont vite se rendre compte que l'intelligence artificielle, si ça ne l'est pas maintenant, le sera très rapidement un rival, ou en tout cas ceux qui l'utilisent seront des rivaux, assez, coriaces. Alors quelles sont, vos attentes dans votre travail, vos attentes vis-à-vis de l'IA? Je dirais, c'est d'utiliser, son principal atout, hein. Je le répète, son principal atout, c'est la vitesse. C'est les recherches. C'est permettre, par exemple, hein, parce que parfois c'est la perspective d'une utilisation d'une intelligence artificielle, c'est mieux expliqué par un exemple, hein. Donc je prends un exemple, une disposition fiscale qui a été modifiée 15 fois dans le temps. Si je travaille sans intelligence artificielle, je vais commencer à prendre des arrêtés royaux, des codes fiscaux, je vais aller, tracer des lignes du temps. Et si je vais taper un prompt, dans, Genial, qui est, l'intelligence artificielle de la base de données de TaxWin, il va, me générer un tableau chronologique avec toutes les dispositions modificatives, par exemple, du taux réduit en matière d'habitation privée, en Belgique depuis 20 ans. Et j'aurai non seulement la référence, la publication monétaire belge, mais également aussi un petit mot d'explication. Et donc, voilà quelque chose qui va me faire économiser très facilement, au bas mot, 1/2 heure, 45 minutes. Lui, il va me faire ce tableau en exactement 5 secondes. Donc, le principal outil, c'est la recherche, hein. C'est, le fait qu'il va aller vérifier partout et donc là, il faut être très clair, hein. On parlait, de rival. Au niveau de la recherche, si c'est bien utilisé et je répète, si c'est bien alimenté en machine learning, l'intelligence artificielle, elle est sans rival. Parce qu'elle va vraiment aller tout rechercher. Ce que nous, on pourrait faire, soit en prenant beaucoup plus de temps, soit en oubliant peut-être quelque chose, hein. Donc très important aussi de se dire, à un certain moment, j'ai l'intelligence artificielle, OK, c'est la vitesse, mais comment est-ce que je vais l'interroger? Et ça, c'est quelque chose, je pense qu'il faut apprendre, hein, tout doucement, hein, Jérôme, tu disais: «Ceux qui ne vont pas l'utiliser vont vite comprendre, que ça va être difficile de s'en passer». Donc c'est bien de l'avoir, mais il faut savoir l'utiliser et donc comment l'interroger, hein, donc c'est tous les débats avec ce qu'on appelle, englobish le prompt. Comment est-ce qu'on va interroger la base de données? Oui, vous êtes d'accord?
Oui, à 100%, on a tous appris à l'université à faire des recherches dans une bibliothèque, à faire des recherches sur internet. Maintenant, c'est une autre manière de chercher. C'est sûr que dans les bases de données, Taxwin et cetera, on va commencer, on cherche de manière différente, on pose des questions plutôt que de chercher une référence directement. Et donc il faut apprendre à lire les réponses et à les interpréter de manière correcte et ça, je crois qu'il faut l'apprendre le plus tôt possible et pour ceux qui prennent le train en marche, de se rappeler que tout ce qu'on lit doit être vérifié, et ça, je crois que ça doit être ancré maintenant dans les têtes de toute personne qui utilise l'intelligence artificielle parce que justement, et ça rejoint la question: «Qu'est-ce que j'attends moi de l'intelligence artificielle pour le moment?» C'est de me faciliter la vie, de faire des tâches plutôt chronophages, où chercher l'évolution des taux réduits, c'est pas le plus excitant. Alors je Pas suis moins passionnant. que toi. Non, c'est pas passionnant, je te rassure. Non, 0. Et voilà, et de libérer du temps pour des tâches qui sont intellectuellement plus stimulantes. Donc ça, c'est quelque chose effectivement qu'apporte l'intelligence artificielle. Faire les recherches, ou réécrire des choses de manière plus limpide quand on a les idées qui nous viennent, mais que les coucher sur papier peut prendre du temps et parfois on le ferait moins bien que la machine. Après, ça dépend aussi de la vie qu'on a envie d'avoir. Et Mmh. question alors plus philosophique sur est-ce que j'ai envie de regarder que des films qui ont été produits par l'intelligence artificielle ou de lire des avis juridiques qui ont été écrits que par l'intelligence artificielle. Ouais, ça c'est plus philosophique, je dirais, comme réflexion. Et moi aussi, je pense que si, par exemple, j'utilise Taxwin sans Genial, va se poser la question des mots-clés que je vais introduire pour faire ma recherche. Euh, et c'est assez intéressant de comparer finalement les sources qui vont apparaître selon que j'utilise Taxwin rien qu'avec des mots-clés ou si j'utilise Genial en allant poser ma question, des sous-questions et vérifier et comparer les sources qui sont sorties, je dirais, de ma consultation Taxwin mots-clés par rapport aux sources que j'ai obtenues lorsque j'utilise Genial. Et effectivement, le plus souvent, les sources sont beaucoup plus importantes. Reste, comme on l'a déjà dit, alors d'aller vérifier si les sources sont bien adéquates et se poser la question de savoir aussi par rapport aux faits, et ça, j'y reviendrai plus tard, mais par rapport aux faits qui sont ceux qui ont trait à la question que je pose, si la solution juridique qui a l'air d'apparaître est adaptée ou n'est pas adaptée à la situation en fait qui est celle qui est posée. Mmh. Alors le métier de fiscaliste, forcément, il est en train de changer. En quoi l'IA va-t-elle transformer le métier de fiscaliste? Le rendra-t-il plus ou moins attrayant? Qu'en pensez-vous, madame de Clercq? Bah, ça dépend effectivement. D'abord, il faut aimer ce métier parce que franchement, si vous ne l'aimez pas, je pense pas qu'il soit attrayant. C'est un métier qui est très exigeant parce que c'est une matière qui évolue en permanence. Donc, si on aime, je dirais, rester dans des pantoufles confortables d'une matière qu'on connaît bien et que l'innovation n'est pas l'atout principal de son métier, je pense qu'il faut oublier de garder. Alors, c'est sûr que voilà, moi qui ai commencé en allant faire des recherches à la bibliothèque en ayant juste des tables des matières et un volume qui compilait les doctrines et les jurisprudences qui étaient sorties en matière fiscale, je dis toujours que aujourd'hui, si on m'enlève ma banque de données, moi j'arrête de travailler. Alors que je fais partie de la génération qui a largement travaillé autrement. Donc je pense qu'effectivement, ça va nous aider de manière extraordinaire. Donc ça va rendre sûrement le métier attrayant parce que plus rapide, ça va permettre aussi de faire des tâches qui sont des tâches moins amusantes qu'on ne devra plus faire. Mais à côté de ça, il va y avoir une exigence au niveau des vérifications des contenus qui va être fondamentale.
Et pour vous? Oui, je pense, je le disais déjà tout à l'heure, les tâches chronophages, et ça existe déjà maintenant. Je pense aux experts comptables pour lesquels la tâche d'encodage des factures, des tickets, etc., maintenant est automatisée, en tout cas pour ceux qui peuvent se le permettre. Il y a déjà plein d'outils qui existent, et je pense que ça peut permettre de donner un nouvel attrait à cette profession qui est en pénurie. Je pense que c'est pareil pour les fiscalistes, il y a des recherches ou des questions qu'on nous pose, qui parfois nous paraissent, très simples et dont on en a presque marre de le répéter à chaque fois de manière, un peu différente à chaque client. Et donc, si c'est un avis, assez basique, il n'y a pas de raison qu'on reprenne, du temps à retaper une consultation, très basique sur une question de résidence, par exemple, alors que l'intelligence artificielle peut donner des éléments de réponse qui nous facilitent la vie et nous permettent de nous attarder sur d'autres questions plus techniques et qui sont intellectuellement plus stimulantes. Donc, est-ce que ça va redonner de l'attrait, à 100% pour cette profession? Comme le disait Laurence, je pense que il faut aimer le métier de fiscaliste pour le faire, sinon on ne le fait pas. Donc, ça va pas fondamentalement, bouleverser, je pense. Je pense pas qu'un étudiant en sortant de l'université, va se dire: «Ah, maintenant qu'il y a l'intelligence artificielle, je vais me lancer dans la fiscalité». Là qui me manquait. Voilà. Et pour vous? Alors moi, je dirais que paradoxalement, je pense que le développement de l'intelligence artificielle va encore plus accentuer l'obligation de recyclage permanent. Pourquoi? Je suis comme Laurence, j'ai aussi une certaine expérience de la chose. Je pense que, donc j'ai travaillé dans des grands cabinets aussi au niveau international. Quel est le rôle principal finalement? C'est ce qu'on appelait en anglais le final review. Et donc ça veut dire que la personne, à partir du moment, comme tu dis, on a analysé les faits, on a analysé le contrat, on a fait des recherches avec l'intelligence artificielle, on a proposé une première réponse, mais le final review, hein, du résultat obtenu est fondamental. Or, pour faire ce final review, ça va, à mon avis, comme il y aura plus de données qui vont retrouver peut-être potentiellement par l'intelligence artificielle, ça va demander encore plus d'investissement à la personne ou aux personnes. Au plus il y en a, au mieux c'est évidemment dans chaque cabinet. Ça va demander encore plus d'investissement dans l'étude. Et donc, contrairement à ce que beaucoup pensent, je pense qu'il est fondamental de continuer, en tout cas pour des gens comme nous, de continuer non pas à lire des résumés d'un arrêt généré par l'intelligence artificielle, mais de lire avec nos propres yeux un arrêt de la Cour de justice ou de la Cour de cassation, par exemple. Oui, moi, je peux pas imaginer que je supprimerais toutes mes publications fiscales pour aller uniquement me baser sur les contenus Voilà, de l'IA. C'est impensable. on est d'accord. Alors, on va aussi se pencher sur l'avenir. Comment les universités, les écoles devraient-elles former la prochaine génération de fiscalistes face à ces changements? Parce que je pense que c'est un sacré challenge aussi. Quelles nouvelles compétences seront nécessaires pour travailler efficacement avec l'IA? Alors là, je peux donner un exemple vécu puisque, je suis aussi, professeur à l'EFEG là, en spécialisation en sciences fiscales et dernièrement on vient d'assister donc au jury de travaux de fin d'études et on constate tous les étudiants, ils sont interrogés là-dessus, ils utilisent l'intelligence artificielle et là je reviens à ce que je disais au début, on pose la première question: «Bon, vous avez coché le formulaire, vous avez utilisé quelle intelligence artificielle vous avez utilisé?» Hein, pratiquement tout le monde me répond GPT. Certains me répondent Perplexity, donc qui est aussi un outil assez remarquable de manière générique. Mais donc, clairement, ça signifie qu'il y a une énorme tendance dans le monde étudiant à utiliser toutes ces bases de données. Et je répète, c'est des bases de données full access, gratuit. Ils vont l'utiliser, ils vont de plus en plus, plutôt que d'écrire eux-mêmes, ils vont faire du copy-paste, du copier-coller, avec parfois des très grandes surprises. Et que ce qu'on constate donc dans la plupart des travaux de fin d'études, c'est qu'il y a une bibliographie de moins en moins de livres et de plus en plus de publications sur Internet, mais qu'il n'y a presque plus de notes de bas de page. Pourquoi? Parce que c'est du copier-coller par rapport à la réponse donnée par ChatGPT.
Et donc ça pose quand même un problème parce que ça signifie qu'on n'a plus de retour immédiat à la source. Et je donne un exemple très cru, hein. Donc, j'ai interrogé un étudiant et qui donne une définition qu'il a retrouvée en interrogeant ChatGPT. Et donc, il donne la définition d'un assujetti. Il dit c'est quelqu'un qui effectue des livraisons de biens et des prestations de services de manière régulière. Et c'est juste, mais dans le but de se procurer des bénéfices. Et ça, c'est totalement inexact, puisque c'est avec ou sans but de lucre. Et donc, ça veut dire que il a retrouvé quelque chose dans la base de données, dans ChatGPT, mais il n'a pas fait lui-même la vérification. Et donc, je reviens à ce que je disais, même pour ça, s'il n'y a pas de review, s'il n'y a pas de revue, on court à la catastrophe. Je pense qu'il faut effectivement obliger désormais les étudiants, il faut leur apprendre et les obliger à avoir des notes de bas de page. Parce que c'est la note de bas de page qui fera qu'ils vont devoir renvoyer un contenu et il faudra qu'ils aient vérifié ce contenu. Voilà. Je me rappelle de mes premiers exposés à l'école primaire, c'était le début de Wikipédia, ou enfin en tout cas Wikipédia existait à ce moment-là déjà, et ben, on allait chercher toutes nos sources sur Wikipédia, c'était super simple, l'exposé était quasi tout fait sur Wikipédia. Et donc déjà à ce moment-là, les professeurs nous expliquaient que ça pouvait pas suffire, on devait avoir d'autres sources que Wikipédia, aller dans les bibliothèques, etc. Donc je pense que il faut continuer à éduquer les étudiants, enfin les instruire sur le fait que il faut multiplier les sources. L'intelligence artificielle permet d'en trouver. Elle les trouve peut-être même mieux que nous, mais il faut aller les lire, il faut aller comprendre pour ce qui se trouve dans ces sources. Donc, je crois que c'est ça que les universités doivent apprendre. Je pense qu'elles l'intègrent, hein, mais c'est pas une tâche aisée puisque il suffit de cliquer sur 2 boutons pour avoir un TFE qui est tout fait. Donc, Ouais. tâche ardue. Vous aimeriez ajouter quelque chose? Oui, je voulais rajouter aussi qu'il faut quand même les prévenir qu'ils peuvent trouver sur ChatGPT, par exemple, ou d'autres, ils pourraient trouver des décisions qui ont été créées par l'IA et qui n'existent pas. Ah ouais. Et donc là aussi, il y a eu effectivement, j'ai entendu à la radio un recteur qui expliquait qu'effectivement, il avait vu dans certains mémoires universitaires des notes de bas de page qui faisaient référence à des décisions judiciaires qui ont été créées de toutes pièces. Et donc là, on a une véritable difficulté et donc ils doivent être conscients de cela et donc il faut revenir effectivement à la note de bas de page dont on peut vérifier le contenu et l'origine. Oui. Alors, je l'ai entendu à plusieurs reprises. Effectivement, la vérification, la source est particulièrement importante. Alors, j'ai une proposition à formuler en guise de conclusion. Un robot dont nous ne connaissons pas l'algorithme, les biais, les données d'entraînement, ne devrait pas nous aider à prendre des décisions. Êtes-vous d'accord ou pas d'accord? Je commence chez vous. Alors, prendre la décision finale, sûrement pas, puisque je l'ai dit. Donc j'ai dit, et je le répète, le rôle de ce qu'on appelle le final review, ça reste le rôle essentiel, le rôle moteur. Sans ça, je suis désolé, on rend un mauvais avis au client. Nonobstant cela, une fois que j'ai dit ça, il faut quand même bien de se rendre compte, c'est un petit peu ce que tu disais, Jérôme, hein, c'est que lorsqu'on interroge convenablement Génial dans TaxWin, ou lorsqu'on utilise convenablement TaxWin, pour des sujets moyens, on obtient des réponses qui sont très rapides et qui sont dans 80% des cas correctes et pour lesquels certains cabinets moyens ne pourraient pas donner la même réponse. Donc, ça reste quand même quelque chose, s'il y a en interne au cabinet des personnes qui sont capables de challenger, de vérifier, hein, donc je pourrais donner plein d'exemples, hein, donc un exemple très simple, c'est l'intelligence artificielle va voir, tiens, j'ai une opération qui est localisée à l'étranger, je regarde, je scanne la déclaration TVA, les opérations localisées à l'étranger, je vais les mettre dans une grille particulière de la déclaration TVA, alors que c'est un autre système. Donc,
S'il y a quelqu'un qui est capable de challenger, je pense que honnêtement, l'intelligence artificielle devient un allié à ce moment-là. Hein? Ça reste une aide. Reste une aide. Ouais. Oui, la, la difficulté dans votre question, le gros problème, c'est le manque de transparence, en fait. Puisqu'on connaît pas l'algorithme, on connaît pas les billets qui ont été introduits, on connaît pas les pré-prompts qui sont derrière. Donc, plus il y a de transparence, et je pense, plus on peut avoir confiance dans les résultats que nous donne la machine, ou en tout cas, n'empêche pas une vérification, mais quand on doit prendre une décision, si je dois conseiller à quelqu'un d'aller en justice ou pas, dans un dossier, si l'IA est capable de me donner un tableau des pour et contre sur base de la jurisprudence et que je sais comment l'IA réfléchit pour me donner ce tableau, c'est sûr que ça va me faciliter la vie pour, en tout cas, donner mon avis au client et lui dire la jurisprudence est plutôt pour, plutôt contre, on y va pas. Et puis, il faut quand même qu'on garde une certaine utilité. Et je pense que notre utilité en tant qu'humain, c'est justement d'être des humains et d'avoir une sensibilité par rapport aux gens qui sont en face de nous. Et je donnerai pas le même conseil à un client et à un autre en fonction de sa personnalité, de sa sensibilité. Donc, l'IA va m'aider à prendre une décision, mais je pense pas qu'elle peut la prendre à ma place et j'espère qu'elle la prendra jamais à ma place. Non. Et il faut pas oublier non plus ce qui manque absolument à l'intelligence artificielle, c'est la créativité. C'est ceux qui vont se baser sur la loi, les doctrines, mais qui vont jamais penser à avoir une nouvelle interprétation qui n'a jamais existé. Et ça reste notre plus-value. C'est pour ça que de temps en temps, on a encore des clients qui viennent chez nous. Ça arrive. Votre mot de la fin, vous rejoignez vos collègues? Oui, non, tout à fait. C'est ce que je disais. Pour moi, c'est une aide efficace, mais ce n'est pas, c'est pas le Graal parce que la décision restera la mienne. C'est un très beau mot de la fin. Merci à vous trois pour ce premier épisode. Voilà, nous sommes arrivés à la fin du premier épisode avec, je l'espère, une meilleure image de l'avenir des applications de l'IA dans le domaine de la fiscalité. Merci à tous d'avoir participé à cet épisode. Et on se retrouve prochainement dans le deuxième épisode de cette série en 3 parties. Nous examinerons de plus près les différentes professions de la fiscalité et la manière dont l'impact de l'IA peut différer entre un comptable et un avocat. Vous pouvez également trouver plus d'informations sur taxwin.be et sur la boutique en ligne de Larsia Intersentia. Vous retrouvez bien sûr sur Larsia Intersentia le lien de Génial, enfin l'outil Génial. Merci de nous avoir regardés et écoutés et à bientôt.